j'ai apporté des munitions pour armer la critique, et la première des munitions, c'est ce livre dans lequel, et sur lequel je vais revenir, qui s'appelle Design des existences, puisqu'il me semble que le moment de ce livre, c'est les premières rencontres du nouveau monde industriel, et j'essaierai de m'expliquer, enfin d'expliquer pourquoi, et de m'expliquer sur ce titre, et d'expliquer pourquoi il est très important ce titre, parce que ces rencontres du nouveau monde industriel sont le renouveau peut-être d'une espérance de repenser ce que c'est que le design, les designs, tous les designs, quoi. Mon titre initial, c'était « Mémoire et transdiscipline » ou « transdisciplinarité ». Et en fait, quand Bernard m'a proposé ça, j'ai dit oui au téléphone. Et ensuite, je me suis dit, mais il faut que j'oublie ce titre pour pouvoir, évidemment, paradoxalement, le penser. Puisque tout simplement, les nouveaux protocoles de cette transdisciplinarité ne sont pas encore là. C'est donc à partir de cela qui n'est pas encore que je vais essayer de proposer des lignes d'une pharmacologie positive. Et donc, en avançant sur cet oubli de mon titre, j'ai rencontré tout de suite, dans ce titre, mémoire et discipline. Et j'avais le souvenir d'une lecture pour moi très importante de Surveiller et punir, qui, chez Michel Foucault, était évidemment une lecture de la disciplinarité. J'étais à l'époque fasciné par ce livre, par le dressage disciplinaire, puisqu'en fait, j'étais, comment dire, près de quitter l'institution dans laquelle j'étais, qui était l'université. Mais je n'ai pas quitté cette institution, et je remercie quand même Michel Foucault d'avoir écrit ce livre, puisque quand il y a du dressage, il y a aussi du redressement, et c'est peut-être aussi aujourd'hui de parler du redressement qu'il est important qu'il est important. Donc, je me suis dit ensuite, comment en fait passer de surveiller et punir à autre chose, cette chose qui est le monde. Et je me suis dit, j'avance, je pourrais dire contrôler et endormir. Donc je quitte surveiller et punir pour arriver vers contrôler et endormir. Je dis ça parce que je vais essayer de vous proposer tout à l'heure le sous-titre de ma conférence, qui ne pouvait pas être une conférence sur mémoire et transdisciplinarité. Contrôler, on en a parlé depuis 2 jours. Endormir, c'est endormir la critique, c'est l'endormissement. Et donc, évidemment, aujourd'hui, nous avons besoin d'un réveil, d'un sommeil, qui a été qualifié autrefois de dogmatique. La dogmaticité, aujourd'hui, est la marchandisation du monde dont nous avons parlé, qui attaque les cerveaux, le temps de cerveau disponible. Donc, c'est face à cet endormissement qu'il faut réveiller le monde pour que le monde, justement, comme disait Bernard à l'instant, ne soit pas immonde. Alors, avant de proposer le titre de ma conférence, je voudrais dire comment essayer d'armer la critique, puisque j'ai déjà dit hier, mais un peu par hasard, pas par hasard d'ailleurs, parce qu'on en avait déjà parlé l'année dernière, que la critique des armes me semble aujourd'hui une voie sans accès, sans accès à quelque chose qui serait pensé, le destin de la pensée aujourd'hui. J'y reviendrai tout à l'heure, à travers une image qui consisterait à proposer des clés pour ouvrir le nouveau monde. Cette ouverture du nouveau monde, évidemment, ferait que nous pourrions quitter ce nouveau monde premier qui, en fait, s'inscrit dans une date, 1492, et qui est aujourd'hui, évidemment, l'illustration de l'American Way of Life. L'idée, évidemment, serait de construire un European Way of Life, c'est-à-dire un autre style de vie. Et je vais essayer de m'expliquer sur ce que serait qu'une belle vie tout à l'heure, ce qui ne veut pas dire qu'aujourd'hui la vie est belle. Alors, comment armer cette critique, justement? Bernard et d'autres retrouvent aujourd'hui un mot central d'où nous sommes
définie politiquement, c'est la République. Bernard a dit, la République, c'est l'éditorialisation. Évidemment, je vais la publication, et aujourd'hui, évidemment, la publication qui accompagne le public, la naissance du public, et je vais essayer aujourd'hui de m'occuper, dans la proposition de mon titre, du préfixe « res », c'est-à-dire de la chose. Et je vais proposer un parti pris, mais qui ne sera pas le parti pris des choses, au sens de Francis Ponge, mais le parti pris des objets. Il me semble qu'armer la critique aujourd'hui, c'est prendre le parti pris des objets pour pouvoir les penser. C'est sur ça que je vais essayer de m'expliquer. Et je dirais que, en fait, armer la critique, c'est aussi faire passer la rage de mon expression, qui est une très très belle formule de Francis Ponge, parce que, intérieurement, parfois, j'ai la rage, et je ne veux pas me mettre en colère. Et donc, le pharmacone, on en a parlé l'année dernière de ça, le pharmacone positif, c'est une façon d'être toujours enragé, c'est-à-dire, en fait, dans une expression qui se cherche, mais qui, en même temps, n'est pas symptomatique d'une maladie. Et donc, je vais avancer sur la proposition de ce parti pris des objets. Et mon titre sera le suivant, dans lequel vous allez retrouver le monde des objets, du design industriel à l'éco-design de nos existences. Évidemment, je pourrais dire que je me pose la question suivante, non pas pourquoi quelque chose plutôt que rien, mais la question suivante, pourquoi des objets autour de moi pour vivre dans le monde? Et je dois dire au passage que j'ai été impressionné par une lecture de Noholi Magui qui a, dans un écrit posthume, s'intitule « Le design pour la vie ». Et en fait, on pourrait, disons, faire l'offrande de ce que je dis à ce grand architecte. Mon titre, donc, du design industriel à l'éco-design de nos existences, il y a un sous-titre qui s'appelle « La transformation des régimes de l'objet ». Et avant de m'expliquer là-dessus, je dois présenter un livre très rapidement que j'ai lu qui s'appelle, et donc tout le monde a lu, enfin beaucoup de gens ont lu, qui s'appelle « Le système des objets » de Baudrillard. C'est un bon et mauvais livre, tout simplement, mais c'est un livre intéressant. Je ne vais pas m'expliquer longtemps sur ce livre, mais en quoi est-il intéressant? En fait, c'est parce qu'il parle du système et qu'il annonce évidemment l'organologie dont Bernard parle. C'est-à-dire, il annonce un système, il a lu Le Roi Gourand, qui n'est pas en fait pris dans des déterminations de la pensée systémique, pour faire très court. Deuxième chose, il s'intéresse aux objets comme des vecteurs de la consommation, à travers évidemment le structuralisme et la sémiotique de l'époque. En tous les cas, donc l'idée aujourd'hui, ça serait de reconstruire, disons, de participer à un agencement collectif de construction autour d'un système des objets qui nous permettent de mieux vivre au monde, dans le monde. Alors, pour préciser un petit peu le statut des objets, je définirais trois objets, ou trois mondes des objets. Premier objet, c'est les objets de savoir. Et donc, c'est les objets des disciplines. Et donc, c'est la question des protocoles. J'en parlerai tout à l'heure, à la fin, tout simplement parce que on essaye, à l'université de Bordeaux 3, d'envisager, c'est difficile, ce que pourraient être de nouvelles humanités. Et en fait, Bordeaux 3, c'est l'université de Montaigne. Et tous les jours, en fait, je le croise dans la cour, et c'est assez impressionnant. Tout simplement parce que, en fait,
les humanités, donc cette université de Bordeaux 3, dans laquelle je viens d'arriver, nous sommes dans une filiation des sciences humaines et sociales de cet inventeur de formes qu'a été Montaigne. Donc ces humanités digitales aujourd'hui, ces nouvelles humanités, c'est un peu le sens du débat hier où c'est pas forcément un humanisme, c'est pas un retour à l'humanisme face au post-humanisme, c'est plutôt envisager, comme tu l'as très bien dit, une humanité pour tous, au sens évidemment de Jaurès. Ces humanités et ces objets de savoir, je vais les laisser de côté dans un premier temps. Je vais en reparler tout à l'heure à partir du moment où je parlerai du troisième objet, du deuxième objet en fait, peut-être, c'est le deuxième objet, excusez-moi, qui est ce que j'appelle l'objet local. L'objet local. Alors, on est très surpris parce que l'objet de savoir, on voit tout de suite, une discipline se définit par rapport à son objet, mais l'objet local, c'est une énigme. Je dois ce terme à Lucien Sphèse, qui dans les années 70 a fait un colloque national très intéressant qui a été publié en 10-18, je ne l'ai pas apporté, qui s'appelle l'objet local. Il s'agissait évidemment de penser la République dans un moment nouveau, qui est celui évidemment antérieur aux lois de fer sur la décentralisation. C'est-à-dire que l'État se posait la question de sa réforme structurelle. Il me semble qu'aujourd'hui, l'objet local, on va faire d'ailleurs, j'espère, un colloque avec Lucien Sphèse en 2013 à Bordeaux sur l'objet local, où la question posée, c'est qu'est-ce que c'est qu'un objet local aujourd'hui dans la relation au pouvoir politique. Et pour cela, d'une certaine façon, ça posera la question de quelle va être cette troisième loi de décentralisation que le président de la République prépare et sur laquelle nous pouvons espérer beaucoup quant à la réorganisation des relations de pouvoir et aussi des technologies de pouvoir. Ce qui veut dire d'une certaine façon que cet objet local pose la relation entre la ville et la cité. Comment vivre en ville, comment redonner à la citoyenneté à travers cet objet local qui résiste, dit Sphèse. Le local a toujours résisté à la polarité qui a été organisée par le pouvoir. Le local, par conséquent, est une énigme, et aujourd'hui, le local se redistribue dans des échelles spatiales. Évidemment, nous devons en fait réorganiser les médiations du local au global pour pouvoir espérer continuer à vivre dans un monde qui aujourd'hui est inquiet puisqu'en crise. Et il me semble que l'ordre de la décision politique passera par une réflexion approfondie sur l'objet local. Et paradoxalement, nous avons, avec Bernard et Christian et Ars Industrialis, travaillé déjà un peu sur l'objet local autour de la ville de Nantes, en relation avec ce que je vais dire tout à l'heure, c'est-à-dire un quartier de la création, une relation entre l'université, la ville. Autrement dit, nous avons essayé de contribuer à la redéfinition modestement de ce que pourraient être les politiques publiques ou encore les politiques de la ville. Il se trouve aujourd'hui que le maire de Nantes est le Premier ministre. Pas forcément du tout. Et peut-être qu'il va s'éloigner de sa ville. Peut-être va-t-il s'éloigner de sa ville. En tous les cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous faut essayer de fédérer cette question de l'objet local, et nous allons, avec Ars Industrialis et certains de mes étudiants, organiser un réseau que l'on va appeler Hyperville, dans lequel il y a déjà 3 villes, Bordeaux,
Nantes, Marseille, qui sont en fait des villes qui se posent des questions fondamentales, je crois, de design de la ville, de design de la vie. Et nous avons la chance, à la communauté urbaine de Bordeaux, d'avoir quelqu'un que je nommerai pas, qui a le sens du commun, du vivre en commun dans cette communauté qui est cette ville. Pourquoi cette ville de Bordeaux, à laquelle d'ailleurs il est président de la CUB, il n'est pas maire de Bordeaux, à laquelle en fait il faut donner un nouveau souffle, une nouvelle dynamique. Il y a une opportunité là, ces villes se questionnent sur ce qu'elles sont, elles ont un patrimoine, mais elles doivent se projeter dans l'avenir et donc réorganiser la mobilité, les transports, la santé, la culture. Et là, nous avons en fait un enjeu, à mon avis, décisif, beaucoup plus décisif évidemment que les échéances électorales qui par ailleurs sont très importantes. Le troisième objet, c'est l'objet industriel. Avant de passer à l'objet industriel, je voudrais quand même dire quelque chose sur l'hyperville et sur la relation à quelqu'un qui fut un de mes maîtres, parce que je l'ai lu, et dans ma discipline, qui est une discipline relativement jeune, qui s'appelle Robert Escarpit, qui était un personnage, un angliciste, qui a participé à la naissance de la revue Communication, qui connaissait bien, disons, des milieux influents et qui a, par son travail, son engagement personnel, au-delà de sa discipline, contribué à faire reconnaître l'importance de la communication en France, même si la communication aujourd'hui n'est certainement pas devenue ce qu'il espérait. Robert Escarpit, dans un de ses derniers livres, au début des années 80, nous dit la chose suivante: le grand chasse le petit, mais l'hyper grand ramène le petit. Et là, donc je ne vais pas développer parce que c'est un livre, comment dire, que vous trouverez chez Au Seuil, qui est un peu la réflexion d'un communiste qui écrivait des livres d'humour et des billets dans Le Monde, et qui était polygraphe, qui a fait beaucoup de romans, et qui était quelqu'un, un humaniste comme Montaigne, au sens des humanités, pas au sens de l'humanisme. Et je pense que l'hyperville, l'hypergrand ramenant le petit, ça m'amène à passer à mon troisième objet qui est, l'objet industriel. Parce que je voudrais vous parler d'une bombe. En fait, vous connaissez tous Twitter, voici Jacques Dorsey, qui en fait a inventé Twitter. En fait, on vous dit, he created Twitter, now he's taking on the banks. Et après, en dessous, c'est invisible, homme armé seulement avec ceci. Ce petit objet. Et ce petit objet, on le retrouve à l'intérieur. C'est une clé. C'est une clé qui doit nous permettre, entre guillemets, comme il était dit ici, now is transforming how we spend money. Tout à l'heure, je disais que la philosophie, c'est ouvrir à un nouveau monde avec des clés. Il est clair que cette clé-là est une clé qui nous enfermera. Voilà. Je le pose ici. Et on prend ça avec... Bon. Alors, comment aborder cet objet industriel après Baudrillard? Dans la perspective de l'Ars Industrialis, c'est de dire que la société qu'on nous promet est une société des objets. Il y a d'ailleurs même, en fait, l'Internet des objets qui arrive. Bon. Et donc, il va falloir essayer de penser l'objet autrement que l'objet de consommation. En fait, l'objet pour vivre ou l'objet à vivre. Et la façon dont j'ai essayé d'organiser, là je suis que dans l'introduction, d'organiser l'approche de l'objet, c'est de comparer l'objet trivial à l'objet trivial, c'est-à-dire en fait le fer à repasser, à l'objet d'art, c'est-à-dire celui que vous voyez là. Et donc, ça sera mon premier moment. C'est-à-dire, en fait, de confronter l'objet industriel à l'objet d'art. Derrière, j'ai une petite idée, évidemment, c'est de dire que l'objet d'art est une œuvre. Et probablement que notre travail, à Ars Industrialis, c'est essayer d'enœuvrer les objets. Banaux, enfin banals.
c'est-à-dire de rendre ces objets industriels beaux pour notre vie. C'est ce que je vais essayer de... Beau et bon pour notre vie, à la limite, au sens du bonheur. Donc, je vais aborder maintenant le commencement, c'est-à-dire la question de l'objet. Alors, s'il est habituel d'annoncer que l'interrogation sur le beau et la belle vie déplace les champs philosophiques, Kant, il est moins fréquent d'annoncer, je devrais dire presque claironner peut-être, j'espère, sans ange, mais bon, avec de la musique, d'annoncer que le beau, à travers le design, repose la question de nos existences. Il ne s'agit donc pas seulement de se demander quelle est la réception du beau, ou encore, comme la philosophie analytique, quand y a-t-il de l'art? Le design devient le vecteur clé d'une réélaboration d'une problématique de nos vies, du problème de notre vie, des envies de notre vie, au sens de la convocation dans cette vie du désir de vie et aussi du désir de mort. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a une pulsion de mort qui monte, qui est la violence. Donc, cette problématique de la vie arriverait après la déclaration foucaldienne relative à l'esthétique de nos existences. Pour montrer évidemment que dans l'esthétique des existences de Foucault, c'était une sorte de sauve-qui-peut la vie, comme dirait Godard, sans les rétentions tertiaires. C'est-à-dire, il se pose la question de ce que tu appelais tout à l'heure l'esthétique, enfin la sculpture de sa vie, donc un retour à l'individu, l'herméneutique du sujet, comme déplacement de la question du politique, c'est-à-dire du biopolitique. C'est une question qu'il faudrait... C'est l'aporie, à mon avis, de Foucault, enfin l'aporie, enfin, disons, c'est un tournant dans sa pensée qui est ce tournant-là. Donc, autour de l'expression design de nos existences, les premières rencontres du nouveau monde industriel, organisées par Bernard Stiegler, tentaient d'établir une nouvelle relation entre la conception industrielle et les pratiques quotidiennes qui sont mises en œuvre par les industriels. Ainsi, il était écrit « Veiller sur cette nouveauté et tenter d'en prendre collectivement soin seront les thématiques consacrées à ces entretiens qui ambitionnent, il parle là du design des existences, qui ambitionnent, et rien de grand se fait sans ambition aujourd'hui, nous sommes dans une société qui manque d'ambition pour ses valeurs, qui ambitionne de renouveler la relation entre savoir et industrie, en particulier pour esquisser les contours d'une nouvelle industrie culturelle numérique, ou des nouvelles, industries culturelles numériques. Et il me semble, alors je n'aurai pas le temps de le démontrer, mais que cette date fera date, pas simplement à l'intérieur de Beaubourg, j'avais quelques dates, je n'aurai pas le temps, où la fonction originale de Beaubourg était de relier art et industrie, et l'art a pris le dessus, si je puis dire. Je n'aurai pas le temps de démontrer les dates, mais il y a 2005 qui est le retour avec D-Day, la grande exposition sur le design, et ensuite 2007, la formalisation du problème du design dans les rencontres du nouveau monde industriel. Le design est un enjeu considérable aujourd'hui, puisqu'on le met partout. Donc il est important. On design tout. Donc il s'agit de se poser la question du design, que j'essaierai de montrer tout à l'heure, mais très rapidement, peut-être que nous rentrons dans une nouvelle époque du design qui nous fait redessiner, retrouver des choses qui sont nécessaires. Donc cette posture, la posture de ces rencontres du nouveau monde industriel, ne consistait pas, bien sûr, à reconstruire un système des beaux-arts dans sa relation historique difficile aux arts appliqués, ce qui est une première fausse lecture, c'est-à-dire redynamiser les arts appliqués parce qu'il faut vendre des produits beaux. D'ailleurs, en fait, il
il y a une formule d'un designer, il faut que les produits vous aiment. C'est un non-sens total, il faut que les produits vous aiment. Et là, on est sur comment dire, une désingularisation absolue, c'est le produit qui vous aime. Bon, d'ailleurs, aimer le produit, ben oui, c'est l'ambition de certains designers, dans la réhabilitation, évidemment, de la question des arts appliqués. Donc il ne s'agit pas de ça, mais de montrer la poursuite d'un questionnement nécessaire quand on ne peut reconnaître, quand on ne peut plus se reconnaître dans les règles du jeu de l'art. Puisqu'en fait, aujourd'hui, nous ne nous reconnaissons plus dans les règles du jeu de l'art, parce que les règles du jeu de l'art sont la culture, ce que vous appelez la culture. Alors que le jeu de l'art devient l'enjeu d'un art de vivre en commun, ensemble, de continuer à vivre ensemble. C'est la question décisive, qu'on se pose à des niveaux individuels, mais aussi à des niveaux collectifs. Donc, peut-on changer les règles du jeu du beau? Oui, si on essaie d'élargir les territoires de l'art, donc de trouver de nouveaux champs d'investigation, d'essayer de penser le design pour opérer un retour à ce qui compte, au sens où Marcel Duchamp disait « il faut que nous inventions de nouveaux mesurages ». Je n'aurai pas le temps de développer, mais il me semble que Marcel Duchamp est très important. Je vous dirai tout de suite, tout à l'heure, pourquoi. Puisqu'avec le ready-made, il pose la question, évidemment, de la rencontre. Pour lui, ce sera une non-rencontre entre l'œuvre d'art et l'objet industriel. C'est le premier, à mon avis, point de contact décisif dans l'interprétation qu'on pourrait faire et d'ailleurs, il le dit lui-même. J'ai des citations, mais bon. Donc l'idée, ce qui compte, la mesure, prendre la mesure de ce qui va compter, ou plus exactement, réintroduire la question de ce qui compte pour nous dans le jugement de goût, à partir précisément de ce qui se manifeste en plus comme l'évitement d'un dégoût, le dégoût de vivre. Celui d'un renoncement généralisé, dans ce dégoût, à la belle vie, pour ne pas dire la vie belle. Donc l'existence, le design des existences, ou l'éco-design des existences, à travers cette conception du design, se retrouvera alors sur le chemin d'une critériologie qui ne se pose pas la question systématique d'un classement des arts, à la manière de Hegel, vous avez dit 7e, 8e, 9e art hier, Monsieur de Guy, mais celle de la suspension d'un tout se vaut pour lui substituer un partage du sensible. Et là, il y a un livre qui est, ça c'est une dynamite positive, c'est une grenade, ça c'est une dynamite négative, c'est d'Orsay. Ce partage du sensible est analysé par Bernard, alors je n'aurai pas le temps, mais dans ce livre, c'est l'ouverture organologique qui se manifeste autour de la catastrophe du sensible, qui est d'ailleurs une façon d'envisager ce partage de manière un peu différente, et radicalement même différente de celle de Rancière, autour de la guerre du sensible, qui oppose sans merci à la sensibilité cultivée, la tyrannie promue par le marketing, on en a parlé tout à l'heure. Donc, nous sommes en guerre. Et il s'agit bien de relancer notre capacité à nous interroger sur la signification de l'existence, du jugement c'est beau, afin que la satisfaction prise, notre prise de satisfaction, ne soit pas réductible au like, le bouton minimal qu'on nous a présenté hier, qui s'expose trivialement dans Facebook. Aussi, dans cette relance de la capacitation, de la capacité, disons ça, c'est le début d'une orientation qui consiste à retrouver l'adhésion des autres dans un jugement relatif au beau,
car le sens du beau n'engage pas seulement la perception, il devrait aussi contribuer à mobiliser la communauté des hommes et aussi la communauté urbaine de Bordeaux, dans le projet qu'on essaye de mettre en route avec des étudiants, très concrètement. Donc, dans cette perspective, le design pose bien la question de l'objet. Le passage de la question « qu'est-ce qu'une chose ?», largement commenté, à la question « qu'est-ce qu'un objet ?», mais pas seulement à la question « qu'est-ce qu'un objet ?», le statut de l'objet est donc une des questions centrales qui va nous occuper. Alors pour cela, il s'agit de nous éloigner d'une conception de l'objet design, je dirais, triviale ou, disons, pas très intéressante. Première remarque. Apparition du mot design, 1851, à un moment, alors ça, mes sources, c'est un très beau livre de Franck Castel qui s'appelle Art et Industrie, des années 50, qui est un peu dépassé dans les données, comment dire, factuelles, mais qui est un très beau livre. 1851, émergence du mot design, qui correspond en fait à l'ouverture d'une grande manifestation de commerce international, une foire de commerce international à Londres. Première exposition internationale des produits de l'industrie. Ça veut dire que la question du design, elle accompagne, évidemment, dès ses origines, la question industrielle. Elles sont liées, elles ont pieds et poings liés. Alors qu'aujourd'hui, étrangement, on redécouvre la question du design. C'est intéressant de savoir pourquoi, en fait, notre perception du design aujourd'hui est très... nous sommes devenus très sensibles au design parce que le marketing, évidemment, c'est une sorte de marketing du design. Bon, en tous les cas, voilà. Donc, deux énoncés triviaux à partir desquels il faut s'éloigner. C'est Stark qui dit, donc je viens de le dire tout à l'heure, les objets doivent aimer les gens. Et aussi, Lowy, alors c'est d'ailleurs en fait la traduction, c'est un livre de Lowy qui est un grand designer français qui a fait sa vie aux États-Unis, La beauté ne se vend pas. Ce qui est très drôle, c'est que c'est le titre du livre, et en fait, un ami designer m'a dit, mais en fait tu te trompes parce que c'est l'éditeur français qui a mis La beauté ne se vend pas, mais c'était pas Lowy. Donc il y a déjà... Ce qui est intéressant de voir que le designer est pris en tant que créateur dans une logique où les intérêts, ses propres intérêts rencontrent d'autres intérêts. Et donc il y a un conflit d'intérêts, évidemment. Même si Lowy était très intéressé, mais par contre, ce qui est intéressant chez Lowy, c'est qu'il finit, je crois que c'est à Nice d'ailleurs, très pauvre, non à Monaco, assez pauvre après avoir dépensé un argent Bob le flambeur, quoi. Et là, on voit, la relation entre l'industrie et le design à travers des biographies, des modes d'individuation. Voilà. Bon. En tous les cas, deux énoncés du design objet qui annoncent en fait la critique que l'on doit faire de cette consommation américaine pour essayer d'envisager évidemment une nouvelle époque du design où se pose la question de la plasticité, de toutes les plasticités, neuronales, mais pas que, qui engagent les plasticiens. Et là, ça serait intéressant d'avoir des étudiants qui travaillent sur qu'est-ce que c'est que la plasticité, mais pas simplement... parce que nous, il y a l'école des beaux-arts, enfin, on a l'université de Bordeaux 3, il y a l'UFR Arts, donc les arts plastiques, évidemment, et toute la figurabilité, la figure. Ça, c'est des enjeux fondamentaux. Alors, mon plan était le suivant, mais il me reste 5 minutes. Mon plan était le suivant, je vais énoncer le plan, en fait. Donc, le design est la nouvelle question de l'art. Autrement dit, passer de l'éclipse de l'art à l'intégration, l'adoption d'un art de vivre. Et là, je voulais vous parler, évidemment, du chant, simplement pour dire que j'avais trouvé une belle citation de Jean-Joseph Gou, avec lequel je suis d'accord et pas d'accord. Je vais vous la lire quand même. Il dit « Ce qui s'annonce aujourd'hui n'est pas qu'un nouvel art va naître des cendres de l'avant-garde, mais qu'une certaine mission ontologique de l'art
à laquelle 200 ans de modernité et d'anti-modernité ont cru, est en train de perdre sa nécessité. Tout à fait d'accord. C'est l'éclipse de l'art, qui d'ailleurs accompagne l'éclipse de la raison. Cependant, nous ne partageons pas l'avis de l'auteur dans la suite de la citation quand il écrit « Cette mission bicentenaire subit une brutale déflation qui ne tue pas les arts en tant que tels. On pourrait même diagnostiquer tout au contraire une esthétisation intensive, diffuse, généralisée, que les arts plastiques, dans leur détermination traditionnelle, spécialisée, ne peuvent plus contenir, mais qui les décharge de la responsabilité exorbitante qui leur avait été attribuée. » Il montre qu'il y a une esthétisation généralisée, alors même que l'art se déresponsabilise. Je pense que le poète doit frémir. Cette déresponsabilisation de l'art est absolument une catastrophe. Et donc, la charge du design des existences, c'est de reprendre, de remettre à l'œuvre, dans cet enœuvrement de l'objet industriel, des enjeux qui sont fondamentaux. Et donc là, évidemment, les enjeux fondamentaux sont ceux dont je vais parler en 3 minutes, de l'organologie, 3 secondes, de cette guerre du sensible, qui s'oppose à la valeur esprit, et donc au tournant machinique de la sensibilité, qui pose la question de l'importance de la participation, en analysant le symptôme de cette misère symbolique, psychique, libidinale, cette absence d'investissement, cette expérience dans la répétition passive en relation avec une différence qui est prise dans les raies de l'évolution des gammes produits, qui nous amènerait évidemment à envisager cette nécessaire révolution organologique totale. Alors, je vais quand même simplement, pour la pédagogie, je crois, présenter un petit peu comment Bernard présente le rôle de l'esthétique dans l'organologie générale. Alors, dans la façon dont Bernard parle du fait esthétique qui doit évidemment être pris en charge par ce design existentiel, en fait, il y a une esthétique physiologique, une esthétique fonctionnelle, une esthétique figurative. La première esthétique physiologique, perception, sensation de l'objet, c'est ce que j'ai appelé le circuit de l'esthésis, je ne sais pas si je me trompe. Ensuite, il y a un deuxième circuit qui est le circuit de la poiesis, dans l'esthétique fonctionnelle. Alors tout ça, c'est des catégorisations que les designers, très concrètement, avec lesquels on va essayer de travailler, doivent se réapproprier quand on leur dit bah, « attendez, vous allez me faire quelque chose ». Donc l'esthétique fonctionnelle, circuit de la poiesis, qui traduit la tendance technique de l'objet, et ensuite il y a une esthétique figurative qui exprime l'idiome de l'objet, c'est-à-dire le circuit de la sémiosis. Et donc ces 3 circuits, en fait, sont complétés par 3 autres circuits qui nous intéressent bigrement, puisque ce sont les circuits de l'économie politique, et Bernard a insisté hier, c'est l'économie politique, l'économie symbolique et l'économie libidinale. Donc ces 3 esthétiques, du fait esthétique qui doit être pris en charge par le design des existences, renvoient évidemment à une triple économie qui est en fait la base de ce qu'on pourrait appeler le renouvellement de l'économie générale telle qu'elle avait été esquissée par, Georges Bataille. Bon, ça c'était la question de l'éclipse de l'art. Après, j'avais 3 mouvements. Le premier mouvement, c'était d'aller de l'objet à la liberté de création. Et mon premier mouvement, enfin le premier thème de ce premier mouvement, c'était de la tyrannie du cool à l'objet prison, c'est-à-dire en fait, et là je voudrais citer simplement une toute petite phrase, l'objet prison c'est Apple. Évidemment c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Et une phrase que je trouve assez juste, enfin c'est une réaction à la disparition de Steve Jobs. La mort de Steve Jobs a provoqué un tel raz-de-marée d'articles louant Apple qu'une réponse est nécessaire face à cette admiration générale. Vanter ainsi des produits d'une entreprise, c'est augmenter le risque de les faire encore mieux accepter et augmenter la menace sociale de faire prendre encore un peu plus de liberté à tout le monde. Steve Jobs est parvenu à nous proposer des ordinateurs qui ont beaucoup de style et de chic, mais qui sont aussi les pires en termes de restrictions imposées à l'utilisateur. Cette entreprise contrôle tout, par exemple. Il est impossible d'installer
il est impossible d'installer des programmes non approuvés sur la boutique d'Apple. Et là, l'énoncé est intéressant, c'est ce que j'appelle des produits prison. Et donc c'est intéressant, c'est partant de ce sein moderne, en fait, de cette hagiographie de l'industriel qui était Steve Jobs, le type qu'on nous présente comme étant... Alors là, il y a des études, d'ailleurs, il y a une étudiante qui fait un travail là-dessus sur l'iconographie de ce saint et comment il a été les louanges portées à cet industriel, alors même que d'une certaine manière, c'est l'addiction, etc., etc. Donc je vous laisse vous citer ça parce que ça me semble intéressant. Deuxième point important, deuxième thème, j'ai 3 minutes. Ah d'accord, ok. Donc je voulais ensuite, ensuite j'avais un deuxième mouvement, donc je passe sur les thèmes. Le deuxième mouvement, c'était évidemment de repartir de, disons, de cet événement, c'est-à-dire en fait des rencontres, et ça c'est les premières rencontres, il y a eu un certain nombre de rencontres, maintenant ça devient rituel, institutionnel j'entends, c'est-à-dire en fait la question se creuse, et la question du design prend de l'ampleur, même si elle n'est pas affichée à chaque fois en tant que telle. Et donc, évidemment, l'idée, mon deuxième mouvement, c'était d'envisager le devenir du design à travers la nouvelle du XXIe siècle, et pas celle du XXe siècle, c'est-à-dire, en fait, la relation entre art et industrie au XXe siècle, c'était Franck Castel. J'aurais voulu vous parler de la relation entre art et industrie au XXIe siècle, à partir de Franck Castel, c'est-à-dire à partir, en fait, d'un dépassement des possibilités de Franck Castel, c'est-à-dire d'une périodisation du design. En différentes étapes, faire au moins 3 moments, avec à l'intérieur du 3e moment des sous-moments, mais bon, peu importe. En tous les cas, le dernier moment, c'est qui nous intéresse, c'est le design des existences. Et ensuite, on arrivait à une définition du design de nos existences. Alors, je vais prendre une petite seconde en disant que ce design des existences, parce qu'elle va devenir plus concret, quoi, on va essayer de l'organiser, cette organologie générale, dans des ateliers avec l'école d'architecture. Et on a... comment dire, la bonne surprise qu'en fait, à l'école d'architecture de Bordeaux, il y a un nouveau directeur qui a dit, mais on ne supprime pas le design, on redonne au design une importance dans l'école d'architecture, ce qui n'était pas du tout la tendance du dernier directeur, peu importe. Et il se trouve que le professeur qui a été nommé, on s'est rencontrés dans une conférence où je parlais un peu du design des existences, il me dit, c'est pas mal ton truc là, est-ce qu'on peut se voir, etc. Et puis il me dit, mais moi j'ai un cours, 70 heures, je peux faire ce que je veux. C'est génial. Enfin, c'est génial, vous voyez ce que je veux dire, c'est sur le design, on parle du design. Et il me dit, mais est-ce que tu ne peux pas intervenir, me donner 3-4 idées, on va travailler ensemble sur le design des existences à travers la problématique, en fait, de l'hyperville. C'est-à-dire, en fait, cette ville numérique, il va falloir essayer de concevoir des objets. Donc vous, votre boulot, vous n'êtes pas des designers, vous êtes des architectes, on va vous mettre dans une position de création designer, mais avec votre esprit d'architecte, vous allez essayer de concevoir ce qui pourrait être une nouvelle façon d'habiter le monde de cette ville dans une articulation entre la ville et la cité. Et donc, on s'est posé la question, on s'est dit, ben voilà, on va faire l'architecture numérique des villes de demain, mais pas l'architecture au sens des couches, comment dire, basses, mais plutôt des couches hautes. Et en ayant, en fait, l'idée que eux, c'est-à-dire, ils ont toujours, les architectes, il y en a une ici, d'ailleurs, je crois. L'architecte, en fait, il a besoin de travailler avec des dimensions, en fait, avec un objet. Il a toujours besoin de représenter l'objet. Et donc, on va essayer de faire ça en perspective avec, comment dire, les postulats, ou les axiomes, plus exactement, d'Ars Industrialis. Voilà, merci, je vous remercie. Juste. Pardon? Franck, alors, et on a parlé ces jours-ci, donc je vais essayer de répondre très brièvement de 2 façons. C'est un honneur, c'est un honneur. De 2 façons. En m'accrochant, par exemple, à ce que votre début, c'est-à-dire 1492, autrement dit, autrement dit, la datation, autrement dit, qu'en sommes-nous? Autrement dit, qu'est-ce qu'on entend par mondialisation? Alors, mon propos ici, c'est très rapidement pour dire que l'écologie telle que je la conçois, puisque je vous rappelle ça, on a beaucoup parlé ces jours-ci, en tant qu'éco-poésie ou poésie écologique, ça va à peu près dans le contraire absolu de tout ce que vous dites. C'est pour ça que je veux le dire rapidement. Alors, première
remarque, et tout ça, bien entendu, dans toute discussion, toute amitié. Nous sommes très vite, je voudrais arriver à se dire ceci par la mondialisation, que l'essentiel est d'arriver à des propositions paradoxales, de plus en plus paradoxales. Il faut oxymoriser les paradoxes. Disons, la fidélité à Derrida, dans mon cas, ça veut dire oxymoriser les paradoxes pour arriver à des formulations complètement aporétiques pour essayer de répondre à la question « Qu'en sommes-nous » Autrement dit, là, dans l'affaire, premier temps du monde fini, 492, d'accord, mondialisation. Deuxième, c'est pour arriver à ma proposition paradoxale à toute vitesse. Deuxièmement, guerre hispano-américaine, Valéry, et la phrase fameuse qui date, là, le temps du monde fini commence. Troisièmement, c'est pour répondre aujourd'hui, où en sommes-nous? Le temps du monde fini. Le temps du monde fini. C'est la troisième mondialisation. Et comment le dire maintenant? Alors, en cherchant le paradoxe, de cette façon-là, ce qui est fini ne fait que commencer. Oui. C'est comme ça que je dis. Ce qui est fini ne fait que commencer. On peut en prendre 1000 exemples. Par exemple, les dieux, c'est fini. Sans doute pas assez. Mais vous avez la publicité. Cette année, la publicité des agents de voyage, allez choisir votre mythe préféré en Grèce. Votre mythe préféré en Grèce. On peut le dire ce qui est fini ne fait que commencer. Ça peut, on pourrait dire aussi la voiture à explosion, c'est fini. Mais les Chinois attendent 300 millions de voitures à explosion maintenant, donc ça ne fait que commencer, etc. Je pense que la réponse pensive du type éco-poétique doit aboutir, chercher à aboutir par tous les moyens à des paradoxes sublimes, à l'oxymorisation intenable, l'impossible, au sens de Jacques Derrida. Bon, alors deuxièmement, et encore plus divers, au fond, je ne suis pas du tout d'accord, ça veut dire ce que je cherche à entendre par écologie pensivement poétique ou poétiquement pensive, ou en ce qui concerne le rapport chose-monde, c'est très différent de ce que vous dites. Autrement dit, le monde est sans objet, comme dit le poète Vadim Kosovoï. Autrement dit, l'affaire chose-objet, c'est la grande affaire. Seulement, c'est tellement compliqué que il faut enfin. Oui. Qu'est-ce que les choses? Alors, je vais le dire d'une manière très simple. Je vais parler du monde toujours. Bon, alors on va dire, pour l'écologie de ce côté-là, autant de monde, autant de choses. C'est une formule proche au fond de celle de Marion, si vous voulez. Autant de saturation, autant de donation, saturation. Bien que ça soit, moi je suis aussi peu marionniste que possible. Bon. Mais je pense à Rilke. Rilke, il est là, l'ouvert, le monde. Et en même temps, les choses. Ah, il est chaud. Alors les choses de Rilke, c'est toujours la vieille cruche, le château, etc. Donc on se dit, c'est fini le monde de Rilke, de la princesse Tourne et Taxis, au château, machin. Mais non, mais ça veut dire qu'il n'y a de monde, on peut répéter le monde, il n'y a de monde qu'autant qu'il y a de choses. Qu'est-ce que c'est les choses? Les grandes choses. Les grandes choses sont celles qui ne sont pas des objets. Les grandes choses sont les grands mots, c'est justement les mêmes choses. La justice, l'amour, la disjonction, la concordance, c'est ça les grandes choses. Donc, je vais m'arrêter très vite là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que l'effort est donc l'effort de chercher un monde, s'il y a un monde. J'observe que là, dans ce lieu adorable où nous sommes, il y a beaucoup plus de choses que d'objets. Alors, un dernier mot. Au fond, le design, c'est ça qui m'ennuie. C'est que, je vais prendre un exemple, c'est l'innovation pour moi. J'avais envie de dire ça. Les designs. Alors, cherchez-moi un rasoir à 4 lames. Alors, on avait jusqu'ici une lame, c'était très bien. 2 lames, parfait. 3 lames, et maintenant, si vous vous souvenez, alors voilà, depuis 1 an ou 2, il y a 4 lames. Ça veut dire que, bien entendu, dans 2 mois, il y aura une proposition de rasoir à 5 lames. Mais 5 lames, c'est moins bien que 6. Donc, l'innovation, si la consommation dépend de l'innovation, si l'innovation consiste à chercher par le design, là je dis peut-être un peu des choses peut-être trop grossières, enfin, à proposer une relance pour des besoins et même des désirs qui n'existent absolument pas, on va dire que l'innovation étant l'ennemi, j'attaquerai votre histoire du design de ce côté-là et retour aux choses, parti pris des choses. Je vais prendre la parole. Je vais prendre la parole ici, parce qu'en plus on va devoir bientôt s'arrêter. Je la donnerai après à Steven. D'abord, je voudrais recontextualiser ce qu'a dit Franck, parce qu'il n'a pas pris le temps de situer tout ça.
tout ce qu'il a dit s'inscrit dans un contexte que j'ai absolument pas le temps de décrire maintenant, mais qui, par exemple, passe par des propositions de Patrick Bouchain dans le champ de l'architecture et de l'aménagement, enfin pas de l'aménagement du territoire, mais de l'aménagement urbain. Vous connaissez Patrick Bouchain, je suppose, et d'un tout autre rapport de l'architecte ou du designer à la commande publique et à la population. Ça, c'est le premier point que je voulais dire, parce que, comme il ne l'a pas dit, Franck, je pense que ce qu'il disait pouvait engendrer beaucoup de malentendus. La deuxième chose, c'est que Ars Industrialis s'est constitué, il y a 7 ans maintenant, pour venir remettre en cause radicalement l'innovation dont vous parlez, Michel, dont nous disons que cette innovation, elle est destructrice de la société d'abord, du désir, de l'économie elle-même. De toute façon, c'est une évidence, puisqu'elle produit, on l'a bien vu, de l'insolvabilité, c'est-à-dire qu'on fabrique des tapis, on met sous les tapis toutes les poussières, et puis on verra bien ce qui se passe plus tard. Ce sont des poussières très destructrices, très toxiques. Ce que nous disons, nous, c'est que nous sommes dans une société industrielle, et nous resterons dans une société industrielle. Et non seulement nous y resterons, mais elle sera encore beaucoup plus industrielle. Je dis très souvent cette chose que je vais vous dire maintenant. Depuis le commencement de l'exposé de Franck, il y a au moins 10 000 bébés qui sont nés. Il y en a 350 000 par jour qui naissent. Et moi, mon problème, c'est les 350 000 bébés qui naissent tous les jours. Le reste, je m'en fous. Et oui, mais le problème, c'est qu'à partir du moment où il y a 350 000 bébés qui naissent chaque jour, on est obligé de se confronter à qu'est-ce qu'on va leur fournir. Et donc, on est obligé de se confronter à la trivialité du monde, qui est qu'un bébé, ça fait caca, si c'est mal lavé, ça produit de la dysenterie, etc. etc. Bon. Et qu'à partir de là, je vais revenir, nous essayons de repenser l'homo industrialis, l'art industriel, tout à fait autrement que cette espèce de prémisse un peu consternante du design qui s'énonce dans Flaubert au moment de l'exposition universelle à travers le sieur Arnoux, bien sûr, collectionneur d'art industriel et concepteur d'art industriel, éditeur, et qui se dit, là il y a du pognon à faire, on va emmerder Michel Deguy, on va faire du culturel. C'est là que ça commence. Alors ce que nous disons, c'est qu'il faut repenser le monde industriel. Et que repenser le monde industriel, c'est évidemment, nous partageons tout à fait votre point de vue, d'ailleurs on vous a souvent cité sur la question de l'innovation, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas reprendre par exemple ce qui fut à une époque au Bauhaus, Moholy-Nagy notamment, chez des architectes, chez des artistes, chez des écrivains, une réflexion sur ce que pourrait être une articulation féconde, généreuse, soigneuse, je dirais, soigneuse, du monde de l'art et du monde de l'industrie. Et nous pensons que cette question-là, elle doit être posée aujourd'hui à l'époque des rétentions tertiaires numériques. Nous revenons toujours avec nos petits machins, hein, bon, parce que actuellement, des modèles de conception se produisent. Design, ça veut dire conception en anglais. Ces modèles qui se produisent aujourd'hui ne sont plus du tout ceux de l'innovation industrielle dont vous parliez. Ils sont des modèles de co-individuation. Et moi, je suis tout à fait d'accord d'ailleurs, de co-individuation et de transindividuation, d'un nouveau genre. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Franck à propos de Marcel Duchamp. Un des problèmes que posait l'exposé de Franck, c'est qu'il ne prenait pas le temps de dire qu'en est-il de la question du beau au XXe siècle et au XXIe siècle, bon, en art, parce que ça fait archi-ringard de poser le problème du beau en art. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le poser, mais ça mérite des explications. En tout cas, s'il y en a un qui a bien congédé ce sujet, c'est Marcel Duchamp. Mais Marcel Duchamp, il a posé un problème d'un nouveau processus d'individuation dans le monde industriel. Si on ne dit, et de la prolétarisation, puisque Marcel Duchamp, je le rappelle toujours, a dit je fabrique des ready-made parce que les artistes, comme les ouvriers, sont prolétarisés, et qu'aujourd'hui, le sujet de l'art, c'est la prolétarisation. Alors, voilà, je disais ça pour resituer un petit peu le contexte de ce que disait, et un peu essayer de désamorcer des malentendus. C'est-à-dire que quand Franck parle d'innovation, ce n'est évidemment pas
l'innovation au sens du marketing, par exemple. Nous parlons d'innovation sociale. C'est-à-dire que nous pensons que, pour reprendre une terminologie de Deleuze-Guattari, les nouveaux agencements, c'est ça le sujet de l'innovation, évidemment, dans le monde industriel très avancé, que sont les grandes compagnies comme Apple, Google, etc., ils ont pressenti ce genre de choses, et en même temps, ils les préemptent en les rapportant au modèle de l'innovation que vous critiquez et que nous critiquons aussi. C'est-à-dire qu'ils comprennent qu'il se passe des choses là, et là, il y a un manque d'innovation au bon sens du terme, ou d'idées tout simplement, un manque de pensée considérable de ce qui se passe dans le monde industriel, et on laisse le marketing complètement s'emparer de tous ses potentiels, et du coup, on ne peut plus que déplorer la situation. On ne peut pas se contenter de déplorer. 350 000 bébés par jour, ils attendent de nous autre chose que de pleurer. Pour reprendre sur le concept, en fait, j'avais oublié que j'avais un truc. Vous avez tout à fait raison. Mais en même temps, votre vision de l'innovation, elle est schumpeterienne. C'est-à-dire, en fait, c'est une destruction créatrice. Destruction créatrice, c'est le fini qui commence, pour le troisième temps de votre magnifique résumé. Là, l'idée, c'est de faire une critique de l'innovation qui ne soit pas simplement une négativité, mais qui soit une positivité du pharmacone, c'est-à-dire une construction créatrice collective. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un que vous avez certainement dû entendre, un économiste qui s'appelait François Pérou, voilà, qui avait conçu le concept de création collective en régime industriel, je dirais, masse de masse. Et aujourd'hui, nous, on doit reprendre, évidemment, ce très beau concept de création collective, mais évidemment dans une période où la question industrielle se pose de manière totalement différente, puisqu'il s'agit d'une hyper-industrialisation. Ce qui veut dire que la matrice de l'industrie de demain, de l'innovation de demain, c'est du novus, évidemment. Mais c'est une opposition cardinale, une guerre entre la destruction créatrice qui est aujourd'hui mainstream, avec cette conception émergente d'une création collective qui me semble, et c'est pour ça que c'est le sens de, je pense, d'Ars Industrialis, de relier l'art à la question décisive de l'industrie et de ne pas opposer le poème à l'industrie.